On repart. Alors, télétravail. Alors, en fait, non. La question que j'avais envie de vous poser, tiens, je vais démarrer avec toi, Emmanuel, c'est est-ce que, autour du télétravail, autour de ce qu'on vient de raconter sur les démissions, la transformation quand même profonde de notre rapport au travail, est-ce que tout cela nécessite de nouvelles réformes lourdes autour du Code du travail, ou est-ce que ce Code du travail, il faut le laisser tranquille, moins on y touche, mieux on se porte, et il vaut mieux laisser les entreprises trouver elles-mêmes des chemins d'entente pour continuer à avancer? Disons que sur ce pan précis, sur cette question précise du télétravail ou des conséquences de cette levée de suggestions ou de contraintes portées au télétravail, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, le télétravail contraint et le télétravail libéré. Tout à fait. Voyons ce qu'il en est déjà par les outils qui existent et qui sont par application de la loi. Par application de la loi, il appartient aux parties concernées, c'est-à-dire aux entreprises avec leurs partenaires sociaux, de conclure, le cas échéant, un accord collectif à cet égard. Et l'on observe sur ces 2 dernières années une explosion littéralement de ce type d'accord, puisqu'on a multiplié par 2, je crois, le nombre d'accords, on en a plus de 4000 qui sont déposés là ces temps-ci par rapport aux années précédentes. Donc cela devient un phénomène dont les entreprises s'emparent, et bizarrement, y compris les petites entreprises et les ETI. Donc c'est assez intéressant de voir... Moyennement quand même, nous dit l'INSEE. Oui, mais on en voit. Et là, je regardais ces derniers rapports ou études à ce sujet, et on voit quand même que en tout cas, les PME s'en emparent plus que les ETI, qui s'en emparent et qui sont plus, évidemment en nombre moindre que les très grandes entreprises. Mais peu importe, ce que je veux dire par là, c'est que techniquement, on a tous les outils de la planète pour organiser... Là, pour le coup, en plus, c'est une illustration exacte de ce que voulaient les ordonnances et avant la loi El Khomri, c'est-à-dire prenez la maîtrise, maîtrisons notre les entreprises, faisons ce qui convient chez nous, etc. Donc en termes de loi et c'est bon, on a ce qu'il faut pour faire face, y compris dans toutes les aspérités, depuis la prise en charge de frais, les modalités, etc. Mais ce que je trouve intéressant, au-delà du droit, parce que là, à mon avis, c'est davantage une geste, ça relève davantage de rite et d'organisation de l'entreprise, c'est comment organiser le fameux travail présentiel, et pourquoi faire. Pourquoi y faire? C'est assez intéressant de voir que ça retourne. Oui, tu as raison. Alors, juste donner les chiffres, puisque l'INSEE a donné les chiffres la semaine dernière. 22% des salariés ont télétravaillé en moyenne, donc en 2021, et 44% d'entre eux, donc calcul assez simple à faire, ça doit faire à peu près autour de 10% des salariés français, sont en full télétravail. C'est quand même 10%. En télétravail complet. Voilà. Et globalement, quand même, davantage en Île-de-France et assez majoritairement les employeurs de plus de 250 salariés ou plus. Alors, je pense que, j'abonde totalement dans le sens d'Emmanuel. Je crois que la loi permet déjà ce qu'il faut, c'est-à-dire du dialogue social au niveau de l'entreprise et des arrangements individuels, des avenants, contrats de travail, etc. L'impact qu'ont pu avoir les réformes récentes, c'est de libérer, de faciliter, justement, ça tombe bien, le négociation sociale dans les petites entreprises. Avec un essor quand même très important, notamment sur les questions de temps de travail et de télétravail. Je vais venir le lien entre les deux. Dans les très petites entreprises, avec le référendum. Alors, c'est 4000, 5000 entreprises, je crois, qui ont dû négocier sous cette forme-là. Donc, c'est pas beaucoup, mais enfin, avant, c'était 0. Donc, il y a quand même une appropriation. Alors, moi, j'ai vu des patrons de TPE qui m'ont dit « Oui, mais ça reste très compliqué, etc. » Bon, s'ils étaient un peu mieux aidés... par leur fédération professionnelle, peut-être par un avocat, etc. En fait, c'est pas si compliqué que ça de faire un référendum d'entreprise dans une entreprise de moins de 20 salariés. C'est pas non plus quelque chose de terrible. Donc, je pense que la culture de la négociation, sous cette forme-là, qui n'a rien à voir évidemment avec une négociation d'une entreprise du CAC 40, se développe. Et c'est ça la voie de sortie, évidemment, des questions télétravail et plus généralement temps de travail. Alors maintenant, la question... Juste rajouter un mot quand même par rapport sur l'importance du référendum par rapport à ce qu'on a dit dans la première partie de cette émission. À partir du moment, en plus, où tu es dans une crise de recrutement, c'est-à-dire le rapport de force en plus, parce qu'on pouvait toujours se poser la question dans une petite entreprise de la réalité de l'expression du salarié, là, tu es dans un rapport de force qui est quand même plus favorable. D'autant plus que, là, c'est aussi mon expérience RH qui parle, c'est que le télétravail, maintenant, devient un élément de la négociation d'embauche.
mais très importante. C'est ça. Donc il y a maintenant le salaire, il y a la position hiérarchique, l'autonomie, etc. Et puis il y a, monsieur, est-ce que vous me donnez, moi je veux 3 jours de télétravail alors que votre entreprise, la norme c'est 2. Et puis je veux pouvoir vivre à Lyon 3 jours par semaine, enfin le week-end, et je veux pouvoir être à Lyon le vendredi ou lundi alors que vous travaillez à Paris. Je veux pouvoir avoir un jour de plus en télétravail. Bon. Donc c'est un élément important. Alors par ailleurs, il y a 2 éléments importants dans cette affaire qui ne sont pas directement liés aux conditions de travail, mais il y a la question de l'organisation, du management et de la culture d'entreprise. Et je suis frappé que dans un secteur donné, pour un type d'activité économique donné, la réaction du management est très différente d'une entreprise à une autre sur la question du télétravail. C'est-à-dire que vous en avez qui sont des fanatiques du télétravail et d'autres, au contraire, qui exigent que leurs salariés soient maintenant en présence. En termes de recrutement, ces entreprises, à mon avis, vont dans le décor, celles qui sont une posture trop rigide. Donc il y a cet aspect organisation, management. Le télétravail, c'est pas simplement une modalité de travail, c'est aussi, ça doit évidemment admettre à repenser l'organisation, le management, la politique de recrutement de l'entreprise. Donc ça interroge beaucoup de process de l'entreprise. Et ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est le lien avec le temps de travail. Ouais. Et alors là, c'est très intéressant, Emmanuel a commencé à en parler, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'a révélé la crise de 2020 ? C'est que beaucoup de salariés qu'on croyait pas autonomes le sont en fait beaucoup plus qu'on ce qu'on pouvait imaginer. Et la preuve, ils ont fait leur travail sans apparemment baisse de productivité, en n'étant pas sur place. Donc ça a été un révélateur. Et là, il y a une question, à mon avis, qui va se poser, et c'est peut-être là que la loi doit évoluer, s'il y a un point sur lequel elle doit évoluer, mais je n'ai pas encore les idées totalement claires là-dessus, c'est sur la notion de salarié autonome. Aujourd'hui, l'essentiel des personnes donc, qui sont au forfait jour, ce sont pour l'essentiel, c'est à peu près la moitié des cadres. C'est les cadres dits autonomes. Alors, il y a quelques salariés autonomes de plus, mais enfin, en gros, ça fait 10% de la population. Bon. Or, le télétravail brouille les pistes, brouille la frontière entre le travail et le non-travail, d'une certaine manière. Et on peut penser... Enfin, en tout cas économiquement, pas juridiquement, mais on peut penser économiquement que quelqu'un qui est suffisamment autonome pour faire plusieurs jours de télétravail par semaine devrait aussi être suffisamment autonome pour être au forfait jour. Et aujourd'hui, la loi ne le permet pas. En tout cas, en prenant un risque juridique très important sur le sujet, avec requalification, calcul d'heures supplémentaires. Enfin, je ne conseillerais pas à un patron de s'engager là-dedans pour un salarié qui n'est pas un cadre autonome. Bon. Voilà. Et donc, je pense que s'il y a une réflexion législative qui doit avoir lieu dans les années qui viennent, ce n'est pas du tout pour contraindre les entreprises ou imposer de nouvelles normes de télétravail, des taux de remboursement, de frais de chauffage, ou des choses comme ça. Ça, la négociation collective le fait très bien. Si la loi doit intervenir un jour, c'est pour réfléchir sur l'avenir du forfait jour, qui est évidemment beaucoup mieux adapté qu'un décompte à l'heure pour les gens qui sont en télétravail. C'est ça. Est-ce que vas-y, Emmanuel. Oui, parce que là, je brûle parce que c'est je brûle. Vas-y, brûle. C'est passionnant parce que dans le fond, on ne s'est pas posé ces questions-là. Ah ben non. Voilà, on ne s'est pas posé concrètement, c'est-à-dire dans l'épreuve de ce grand laboratoire que nous avons connu, ces questions de savoir si on est en forfait jour, si on est en contrôle de 9h, 5h avec une pause méridienne, et puis, enfin, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, la perception confuse que nous avons intellectuellement, sinon intuitivement, c'est que s'il s'agit de reproduire l'atmosphère du travail, du lieu de travail chez soi, on rêve, c'est juste pas la peine. C'est le travail qui s'invite chez soi. C'est pas la même chose que d'aller, nous, porter notre force de travail sur un lieu dédié au dit travail. Donc, si l'idée consiste à dire qu'il nous faut revoir entièrement... juridiquement, c'est exact. Il faut revoir entièrement, puisque en réalité, tout le monde agit comme un forfait jour en quelque sorte, mais ça pose aussi la question de la déconnexion, ça pose aussi la question des modalités sinon de contrôle, mais de surveillance. Ça pose la question du temps de travail. Oui. Et alors, exactement. Il y a plus de temps de travail, en fait. Je voulais en venir là. Donc, les conséquences du temps d'après, si d'aventure on essayait parce que c'est très compliqué de toucher au temps de travail, c'est en soi un droit dans le droit. C'est un cauchemar à cinq pistes. C'est-à-dire, je ne suis même pas sûr que quelqu'un arrive à tout connaître d'un coup. Mais d'ailleurs, quand tu vois les candidats, il n'y a que Pécresse qui, à un moment, a vaguement parlé du truc. Et puis, c'est un sujet angoissant parce que je pense qu'on ne sait plus de quoi on parle, de quel univers civilisation, de l'usine ou pas de l'usine. Enfin bref, on est paumé du petit bureau, du grand
grand bureau, du VRP, enfin bon, bref. Donc, s'il s'agit de regarder ça de près avec des termes juridiques, on va s'apercevoir que dans le fond, ce qu'il faut, c'est une amplitude, et dans l'amplitude, on fait le boulot qu'on a dit qu'on faisait, étant précisé qu'aujourd'hui, on a trouvé le petit mot, ça s'appelle la confiance. Aujourd'hui, il n'y a pas de télétravail réussi s'il n'y a pas un niveau de confiance, et alors ça me fait, je ris pour qui aime le code du travail épais comme ça, c'est que la confiance, j'ai regardé, il n'y a pas d'article. Et tout le monde s'accorde avec ce mot confiance. Et par ailleurs, les affaires prud'homales que nous avons pour le moment ne recèlent en rien cette idée qu'on n'aurait pas travaillé au bon moment, etc. En d'autres termes, et je vais aller jusqu'au bout, il y a 2 découvertes qu'on fait. La première, c'est que quand on est en télétravail, on peut aller chercher, les salariés s'imaginent à bon droit, me semble-t-il, pouvoir distraire de leur temps de travail pour aller chercher leur petit à l'école à 4h30. Ce qui veut donc dire que comme ils sont consciencieux, ils feront le boulot plus tard. Absolument. Temps 1. Et le deuxième temps, si on pousse encore plus loin, c'est qu'on peut se rendre compte que grâce à la technologie, on va même jusqu'à un tel don d'ubiquité, au bout de nos 10 doigts, que finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être salarié en vérité ? Est-ce qu'on ne pourrait pas rendre ces services et amortir ce qu'on sait pour 2 activités, soit salariés, soit pas salariés. Et on rentre dans l'univers de la multi-activité. Et je pense que c'est par ce fracas, cette déflagration dans l'univers du travail salarié que on va expérimenter sans drame et sans révolution le fait que les salariés, déjà forts de leur pouvoir de négociation de salaire, etc., vont se rendre compte qu'ils ont du temps ou des modalités d'amortissement du dit temps professionnel pour pouvoir s'étendre eux-mêmes dans d'autres activités, voire en les empilant, voire en les faisant succéder. Donc on continue, on tire ce fil, ça donne le vertige. Oui. Exact. C'est pour ça que le flou artistique me paraît être un bon état oui, voilà. Surtout d'attente. Pas se précipiter. Oui, parce que je crains que, toujours dans la série de la rébellion et de l'insoumission, je pense à l'ouvrage de Thierry Pêche, maintenant assez ancien, où il parlait de l'insoumission du salarié, qui dira le bol, lien de subordination, etc. Déjà qu'on n'est pas loin du bord à ce sujet, c'est-à-dire que la subordination est un lien difficile tiré de l'obéissance qui n'est plus tellement tendance dans nos sociétés. Si en plus on lui donne d'autres suggestions quand il est chez lui ou quand il est ailleurs, en matière de temps de travail, je crains qu'il n'y ait plus de confiance et qu'il y ait des difficultés insurmontables. Admettons, Emmanuel, quand même juste, et puis ensuite on va parler des jeunes, ce truc totalement contre-intuitif. Le salariat est une forme de libération par rapport au travail à la tâche, tel qu'il pouvait être conçu dans les premières heures de l'industrialisation de l'économie. Et on revient en fait, et on vit comme une forme de libération, la fin du salariat et le retour du travail à la tâche. Parce que c'était quoi ? C'était l'échange matière, c'était la protection et la pérennité et la stabilité. Le CDI, c'est le CDE, c'est-à-dire le contrat à durée éternelle. C'était ça qu'on avait bâti et c'était ça qu'on avait pu faire, qu'on a pu délivrer, comme on dit dans ce mauvais français. Donc, comme on n'est plus en état d'assouvir, enfin de mettre en œuvre cette promesse, eh bien forcément, le fractionnement des trajectoires professionnelles s'est installé et ça veut donc dire que moi, j'essaie de tirer le maximum que je peux. Et c'est pour ça que la clé de tout, c'est notre modèle social et son accès à tous ces travailleurs, ces actifs. Et là-dessus, je pense que c'est l'option. Un mot encore là-dessus Je suis d'accord, mais Emmanuel va un cran plus loin que moi, puisque moi, je me bornais au cas du salarié dans l'entreprise avec la question du décompte du temps de travail qui devient vraiment problématique dans le cadre des textes actuels, du cadre intellectuel et légal actuel avec l'émergence du télétravail. Et Emmanuel va un cran plus loin en se disant, mais en fait, est-ce bien des salariés finalement ? Et je suis assez d'accord. Dans certains cas, quelle est la différence entre un indépendant et un salarié que vous ne voyez jamais, qui échappe quasiment aux contraintes hiérarchiques quotidiennes, qui est déjà mis sur place, c'est passionnant. Qui a son propre matériel. C'est passionnant. Allez, on avance parce que emploi des jeunes. Alors là aussi, on est sur des niveaux historiques de participation des 16-25 ans au marché du travail, Bertrand. Et puis il y a donc ce fameux truc, un jeune, une solution. 615 000 bénéficiaires, 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, quand même. Ouf, par les temps qui courent. À moins d'1 milliard, t'as plus rien. 718 000 contrats d'apprentissage. Et alors, j'ai appris un truc que je ne savais pas. Donc, il y avait une statistique publique, donc statistique de la DARES, la part des jeunes en emploi grâce à une subvention publique. Et cette statistique a disparu depuis 2010. Donc en fait, on ne sait plus, on l'estime à peu près à 40%, mais c'est ça qui est important quand même dans le taux de participation des jeunes à l'emploi, c'est-à-dire est-ce qu'on est sorti de l'emploi jeune dont on s'est bien rendu compte
qu'il n'avait aucun avenir et que, sorti de 25 ans, le gars retombait au chômage, voilà, il était soutenu. Ouais. Et est-ce qu'on est sur de vrais emplois avec des solutions qui sont des solutions pérennes pour ces gens-là ? Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu, on en parle assez peu, mais dans le cours du quinquennat Macron, il y a eu un renversement de doctrine un petit peu sur les emplois aidés non marchands, donc en particulier tous les emplois jeunes et autres avatars qu'on a connus ces 20 dernières années, puisque le gouvernement, dès Édouard Philippe d'ailleurs, a profondément diminué, très fortement diminué les emplois publics, enfin les emplois subventionnés dans le secteur, non marchand, effectivement. Et même, et d'ailleurs ça a été aussi quelque chose de bien, même pendant la crise de 2020, on n'a pas refait les erreurs des gouvernements précédents qui consistaient à remettre une couche énorme d'emplois non marchands, dont le taux pour lesquels l'insertion en emploi est tout à fait problématique. Alors s'agissant de l'envolée de l'apprentissage, on a des études qui montrent très bien que le taux d'insertion... Enfin, si vous mettez le taux d'insertion dans on va voir la courbe de... Voilà. Le taux d'insertion dans l'emploi à la sortie est excellent, donc on ne peut pas comparer ça à des emplois jeunes qui étaient largement occupationnels, avec une dimension formation, encadrement qui était quand même très, très faible. Maintenant, sur l'apprentissage, les chiffres qui sont vraiment spectaculaires cachent quand même le fait que ça bénéficie essentiellement, voire presque exclusion, pas tout à fait, mais quand même, j'attends de voir les derniers chiffres, c'est quand même le développement dans l'enseignement supérieur, ce qui est très bien en soi, mais ça ne répond pas aux difficultés des gamins. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs, l'autre courbe de l'INSEE, qui est que les fameux NEET, là, donc les gamins qui ne sont plus nulle part, là, effectivement, on a ce contraste d'une situation qui s'améliore pour ceux qui sont formés. Et qui recommence à se dégrader, voilà, on le voit très très légèrement, qui recommence à se dégrader pour ceux qui ne le sont pas. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une vraie dégradation, mais disons que... oui, c'est une triste stabilité, tu as raison. L'explosion de l'apprentissage dans le supérieur, c'est à la fois positif et négatif. C'est-à-dire positif au sens où ça montre une phase de l'apprentissage un peu nouvelle et assez attractive. Ça montre le développement de l'apprentissage. En soi, c'est bien, si vous voulez. Simplement, ça ne règle pas le problème de ceux qui... Le fait que des élèves d'école de commerce ou de Centrale Paris fassent de l'apprentissage ne règle en rien, évidemment, le problème du jeune qui est peu qualifié, qui a des problèmes avec les savoirs de base et pour lequel l'apprentissage reste encore inaccessible aujourd'hui. C'est intéressant ce que tu me dis, Bertrand. Tu es en train de me dire que ce chiffre de 718 000 contrats d'apprentissage dont on se glorifie ne sert à rien. Ah non. Non, je n'irai pas jusque-là. D'abord, il serait rentré quand même... il y aurait eu une prime d'apprentissage en moins pour la boîte. Je prends le cas extrême du gars d'HEC, mais l'apprentissage a énormément augmenté au niveau des BTS, par exemple. Bon, donc, il ne faut pas non plus... voilà. Donc c'est plutôt au niveau des gamins, des jeunes entre 16, 18, 19 ans qui sont sortis du système scolaire prématurément. C'est là que l'apprentissage, à ce stade, n'est pas une solution. En tout cas, n'a pas mordu dans cette population. Et c'est embêtant. Et ça, c'est un relatif échec. Mais c'est un échec qui est dû largement au problème des lycées professionnels qui recueillent ces publics-là, plutôt qu'une faillite de l'apprentissage. C'est simplement que le gouvernement a fait une très bonne réforme sur l'apprentissage. Simplement, il n'a pas traité une grosse partie du problème qui était le problème des lycées professionnels. Or, il aurait fallu faire une réforme d'ensemble du système de formation professionnelle initiale et à la place de ça, on a fait la chose la plus simple qui était d'améliorer considérablement un système qui fonctionnait déjà très bien, qui était l'apprentissage. Et on l'a amélioré comment ? En déverrouillant un certain nombre de choses, puis il faut le dire, en mettant plusieurs milliards d'argent supplémentaires dans le système. Voilà, donc ça fait que maintenant des élèves de grandes écoles sont rémunérés, ont des études gratuites, puisque la loi n'a pas changé sur ce point, les études restent gratuites, donc vous faites des écoles de commerce où vous êtes bien payé à la sortie, et vous le faites gratuitement, et en plus vous êtes rémunéré. Et ça ne coûte rien ou pas grand-chose à votre employeur. Donc franchement, c'est intéressant comme système. Emmanuel ? Oui, c'est un constat. J'ajouterais que la filière dite professionnelle est par surcroît essentielle, puisqu'on a besoin énormément de compétences qui, semble-t-il, ne sont pas assouvies par les dits lycées professionnels. Semble-t-il. Je crois que tu peux enlever le semble-t-il. Oui, mais c'est un sujet. Il faut déjà une adéquation. C'est un énorme sujet. Parce que ça donne aussi quelque chose sur l'insertion. Enfin, ça donne une idée que si je vais suivre des cours qui, de toute façon, me donnent une certification ou qui ne sert à aucune entreprise, c'est pas enthousiasmant. Au-delà, c'est même un sujet sur l'activité économique. C'est-à-dire qu'à un
moment, on perd des savoirs. Tu perds des savoirs. Et puis, sur un sujet qui est un sujet central comme le logement, tu auras beau déverser tous les milliards que tu veux, s'il n'y a pas les gars pour monter les murs, voilà, il n'y aura pas de... Voilà. Donc, mais il te suit, donc le président de la République, puisqu'il commence à donner un certain nombre de pistes sur ce que ça son programme. Attends, je le dis très vite et puis tu... Oui. Donc, Big Bang sur l'enseignement professionnel, plus d'autonomie, présence accrue des entreprises dans les établissements scolaires, des lycéens professionnels rémunérés pour leur temps dans l'entreprise, comme le sont les apprentis. Oui. En fait, ce qu'on peut reprocher, une des rares choses qu'on peut reprocher à la réforme de l'apprentissage, c'est d'avoir plutôt éloigné le monde de l'apprentissage du monde des lycées professionnels. Bon. Or, les lycées professionnels ne vont pas bien. Donc, il est urgent maintenant de ramener les lycées professionnels. Pourquoi éloigner les uns des autres ? Tout simplement parce qu'on a mis beaucoup plus d'argent sur l'apprentissage et on a mis tous les... si vous voulez... Ah oui, et puis les boîtes créer leurs propres centres de formation d'apprentis, etc. Exactement. Non, surtout, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui créent des CFA. Des CFA. Non. L'explosion des CFA aujourd'hui, c'est des organismes de formation qui faisaient de la formation continue, qui très intelligemment, compte tenu de l'évolution du marché et des taux de prise en charge par l'État, par les fonds publics de l'apprentissage, vont aussi vers l'apprentissage. C'est-à-dire, ils ouvrent un CFA en plus de leurs activités de formation continue. C'est ça qui est... Et c'est très bien, hein, mais il ne faut pas imaginer... Le mythe de l'entreprise qui crée son CFA, c'est vrai pour quelques entreprises, de très grandes entreprises, qui parfois se regroupent à 2 ou 3. C'est très bien, mais ce n'est pas ça qui fait les chiffres. Ce qui fait les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle grande école ouvre de l'apprentissage. La moitié des universités, maintenant, sont des CFA. L'explosion, elle est là. Donc, c'est très bien. C'est parfait. Mais encore une fois, ça ne règle pas le problème des gamins qui sont en grande difficulté. Alors pour cela, donc contrat engagement jeune. Là, il y a eu... il a réduit la voilure. Sans que moi-même je comprenne bien pourquoi. Parce que comme tu le dis, on a 10 milliards d'euros aujourd'hui, on s'en fout. Donc on est en train d'en lâcher 30 pour... on s'en fout pour l'instant. Soutenir EDF. Non, mais enfin... Bon, il y a un sujet dont on ne parle pas dans la campagne présidentielle, c'est les finances publiques. Or, c'est après les sujets internationaux, probablement le deuxième plus gros sujet dont va avoir à faire face un prochain gouvernement. Mais le mot dette a même disparu. Est-ce que tu as... provisoirement. Comme Emmanuel disait, j'ai cherché confiance dans le Code du travail, j'ai pas trouvé. J'ai cherché le mot dette dans la lettre aux Français de Emmanuel Macron, j'ai pas trouvé. Non. Voilà. Enfin, dans les autres, vous les trouvez pas non plus chez ses concurrents. Donc il aurait pu balancer 10 milliards pour son contrat d'engagement. Tu les trouves pas non plus beaucoup chez ses concurrents. 400 000 bénéficiaires dès 2022, 500 millions d'euros ajoutés au plan, donc 500 millions d'euros. Accompagnement intensif pendant 12 mois et versement d'une allocation allant jusqu'à 500 euros. Un avis là-dessus, Emmanuel C'est un nouvel aménagement. Voilà, je n'ai pas de commentaire particulier, si ce n'est que j'ai le sentiment qu'on l'a déjà testé, ce système-là. Je sais pas, j'ai un peu toujours plus de la même chose, non ? Enfin, ça ressemble. Mais c'est très bien, enfin, encore une fois, mais... C'est un peu comme ce qui va venir là. Enfin, pour l'instant, c'est des indiscrétions du point, mais on verra. C'est-à-dire l'idée que le RSA, face au RSA, vous allez avoir un certain nombre d'heures à donner aux collectivités. Enfin, j'ai l'impression de la fausse bonne idée. Comment est-ce que tu organises ça, un gars qui n'a pas travaillé, qui n'est pas capable de travailler, qui va aller le chercher pour faire quoi, dans quelles conditions, comment ça se passe généralement, le retour à l'emploi, tu as des publics plus ou moins éloignés de l'emploi. Mais là, on parle de ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. On parlait d'un... Je peux ajouter juste un point, parce que ça me taraude. On a cherché des tas de mécanismes et on me sollicite souvent, d'ailleurs, tu viens de le faire, sur la bataille et la polémique entre les indépendants et les salariés, comme la bataille du jour. Ce que je trouvais très intéressant et qui passait un peu sous les radars, c'est que toujours dans la notion d'insertion de public éloigné de l'emploi, on a créé à titre expérimental en 2018 l'entreprise d'insertion par le travail indépendant, l'EITI. Lulu dans ma rue étant la première, la première et la plus connue. J'ai jamais entendu parler de ça. Eh oui, bien l'EITI, ce que je trouve de passionnant, c'est que ça s'adresse typiquement à des personnes qui sont fragiles à tous égards. Et on s'est dit, mais dans le fond, on peut les remettre à bord au travers d'un travail. Ils vont rendre des petits services, ils vont faire des choses, ils vont s'impliquer, et on va les payer pour ça, et on va les accompagner, et tout ça, c'est du travail indépendant. Eh bien, je trouve que c'est magnifique, et c'est une indication sur le fait Mais quelle différence avec le statut d'auto-entrepreneur ?
Ils sont. Ils sont auto-entrepreneurs. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est pour nous, l'entreprise d'insertion, davantage encadrés. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est d'accord. vu comme étant l'empire du salariat, etc. Et bien, on s'est dit, tiens, on va peut-être parce que le problème, c'est qu'il faut les accrocher, ces gens-là. Il faut leur permettre de leur apprendre des choses qui ne soient pas vues comme l'école ou des choses qui sont trop rebutantes, a priori. Et donc, cette tentative-là, toujours dans le cadre de trouver des solutions de côté, eh bien, ces expérimentations sont très intéressantes. Et j'observe que le travail indépendant est mobilisé également. Et donc, ça montre que l'hégémonie du contrat de travail, qu'on le veuille ou non, est en train de... Ça, c'est assez clair. Voilà. Bertrand, un mot sur ces dispositifs d'insertion, cette espèce de donnant-donnant permanent. Et comme le dit Emmanuel, moi j'ai l'impression que je vois ça depuis longtemps. Il y a 50 000, enfin j'exagère, mais il y a plein de solutions techniques pour sortir de l'insertion. Et l'auto-entrepreneuriat, pour peu qu'il soit encadré, qu'il soit... tu donnes l'exemple de Lulu dans ma rue, il y a beaucoup de permanents qui s'occupent de ces personnes. Mais c'est ça le sujet. Gérer les emplois du temps, c'est pas facile. Bon, la disponibilité des gars, parfois qu'ils disparaissent dans la nature. Exactement. Bon. Ah bah oui, mais bien sûr, c'est un accompagnement pour un, pratiquement. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, il y a beaucoup de formes possibles, financiers, juridiques, de réinsertion de ces personnes. Ce qui est clé dans toutes ces affaires, il y a effectivement la question de la rémunération. Il ne faut pas négliger cet aspect-là, puisqu'il y a un point commun à toutes ces personnes, c'est qu'ils ont des problèmes de revenus et d'assumer les besoins élémentaires. Mais la question clé, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire quelles sont les structures qui les accompagnent. Bon. Et c'est vrai qu'un des défauts majeurs, je le dis depuis des années, sur tous ces mécanismes d'accompagnement, de garantie jeune, puis maintenant de contrat d'engagement, etc., c'est que c'est quand même la prévalence d'un modèle unique qui est quand même la mission locale. Puisque c'est les missions locales qui sont les opérateurs, alors pas monopolistiques totalement, mais enfin qui sont quand même très très largement, et en tout cas ce sont le guichet d'entrée généralement pour ces dispositifs. Les missions locales, il y en a des très bonnes et puis il y en a des très mauvaises. Et je pense qu'il faudrait ouvrir le champ des possibles en termes d'opérateurs, puisque à mon avis le sujet clé c'est quand même à travers ce qu'a décrit, par exemple, voilà. exactement, mais qui est par ailleurs un modèle de niche. Non, mais c'est très intéressant. Mais voilà, il faut multiplier les opérateurs. Il faut libérer les initiatives. Et l'argent public n'est pas un problème, surtout pas maintenant, il y a de l'argent partout. Merci pour tout ça, chers amis. Merci Bertrand, merci Emmanuel. Et donc, on se retrouve demain pour continuer l'ensemble de nos débats sur Bismart. Bonne soirée à vous.